Nous voici le 7 avril 2021 à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau à Montréal, direction Papeete, sur l'île de Tahiti en Polynésie française, prêts pour notre rendez-vous avec la belle Vénus. Aller à l'autre bout du monde en temps de pandémie n'est pas une mince affaire, surtout quand notre équipage est constitué d'un Suisse, d'un Britannique vivant au Kenya, d'une Française et de 2 Québécois. Après plus de 36 heures de voyage, plusieurs escales et quelques embûches avec la douane, nous voici enfin à l'aéroport de Papeete. Attention, le premier pas sur Vénus. 3, 2, 1. Il est 2 heures du matin lorsque nous découvrons au port autonome de Papeete, le sourire aux lèvres avec émerveillement et enthousiasme, l'objet de toutes nos pensées de ces derniers mois. Quel accomplissement! Le lendemain matin, on se met au travail car notre objectif, il faut dire un peu fou, est de ramener Vénus depuis Tahiti jusqu'au Québec en seulement 3 mois pour arriver au cours de l'été 2021. Près de la distance Montréal-Pékin en ligne droite. En bon québécois, pas le temps de niaiser. Mais revenons à notre planning originel. Nous avions prévu 8 jours pour la préparation du bateau avant de partir vers les îles Marquises, courte escale avant la Transpacifique. Dur labeur en perspective durant cette semaine de préparation. Étanchéité des hublots, vérification du gréement, prise en main du bateau. Et situation sanitaire oblige, nous sommes en quarantaine sur le bateau et nous avons dû nous soumettre à quelques autotests Covid. Le soleil se couche déjà sur le port autonome de Papeete, nous offrant une vue imprenable de Moorea sur un dégradé de tons rouges et oranges. Axel, c'est lui, le capitaine, toujours souriant, déterminé et persévérant. Ah, voilà le vent, regardez. À peine sorti du ventre de sa mère, il était déjà sur un bateau. Né en Suisse, grandi en Espagne et installé au Canada depuis 2015, une identité multiculturelle qui lui ont donné son ouverture d'esprit. Il devient instructeur de voile en 2016 et participe à plusieurs courses de voile internationales à bord de Volvo 60. Un grand rêveur, comme il le dit lui-même, c'est grâce à lui que nous prenons tous part à l'aventure aujourd'hui. Tout a commencé en juin 2019, lorsqu'il a vu l'annonce de l'Ocean Globe Race. Le 10 septembre 2023, la Ocean Globe Race commence. J'ai appris l'existence de l'Ocean Globe Race en juin 2019. Première course autour du monde à la voile traditionnelle, comme à l'époque, sans GPS et sans électronique. Et en fait, ce que j'aimais de cette course, c'était son aspect de travail en équipe, son aspect de retour en arrière, dans le sens où c'est sans technologie moderne, c'est juste avec le sextant, sans GPS. Du coup, j'ai contacté Don McIntyre, fondateur de l'OGR, l'Ocean Globe Race, et je lui ai dit comme quoi je voulais participer à cette course, je voulais m'inscrire. À l'époque, j'avais pas de bateau, j'avais pas d'équipage, j'avais pas d'équipe, j'avais pas de finances, mais j'avais un rêve. Alors, je dis Don, t'inquiète pas, je m'inscris. Et en 2023, je vais être à ligne de départ avec une équipe, un bateau, du monde et un beau projet. Trouver du financement, des sponsors, développer des partenaires, se former à la survie en mer, rassembler une équipe autour du projet, chercher un bateau pour la course, bâtir une communauté, améliorer la visibilité, la to-do list est longue. Tout bascule en décembre 2020 lorsqu'apparaît à l'autre bout du monde Vénus, le bateau qui pourra peut-être rendre ce projet possible. En effet, ce n'est pas n'importe quel bateau qui peut participer à l'OGR. Une occasion unique qu'il fallait saisir car seuls les voiliers construits avant 1988 et de quelques marques sont éligibles, dont Swan, Baltic ou Nicholson. Autant vous dire que le choix n'était pas grand. Encore moins quand on sait que le prix de ces voiliers s'envole dû à leur bonne réputation. Moitessier disait « On peut aller très loin et mener une vie intéressante avec très peu d'argent au départ, car on se débrouille toujours en chemin, à condition d'être en chemin. Chose dite, chose faite, les économies et la détermination sont sur la table. » Après une semaine de préparation de Vénus sur l'île de Tahiti,
Le 17 avril 2021, c'est parti pour la traversée direction les Marquises, l'archipel le plus au nord de la Polynésie française. Au programme, 1000 milles nautiques à parcourir au près, avec le vent de face, une entrée en matière bien corsée. C'est la première étape de notre périple vers le Québec. Un périple qui ne s'annonce pas de tout repos. Au total, ce sont plus de 9000 milles nautiques, soit 16 000 km en ligne droite qui nous attendent. Nous prévoyons plus de 3 mois de navigation non-stop, majoritairement contre les vents et courants dominants. 5 grandes étapes sont à parcourir. La première est la traversée que nous nous apprêtons à faire, de Tahiti vers les Marquises. La seconde est la plus longue des étapes, la traversée de l'océan Pacifique depuis les Marquises jusqu'au Panama, soit plus d'1 mois de navigation sans voir la terre ferme. Puis, le passage du canal de Panama est la 3e étape qui nous permettra de passer d'un océan à l'autre. La 4e est la traversée depuis le Panama vers les Petites Antilles. Enfin, la dernière étape est la remontée océanique du bateau depuis les Antilles vers le Québec. Ce périple de plusieurs mois aura lieu à bord de Vénus. Mais pourquoi Vénus ? Pourquoi aller à l'autre bout du monde et faire presque la moitié d'un tour du monde de navigation pour ramener ce voilier en particulier jusqu'au Québec ? Cela faisait 2 ans que nous étions à la recherche d'un voilier. Mais attention, pas n'importe quel voilier. Il nous en fallait un qui soit parfait pour notre projet. Pour participer à la course Ocean Globe Race, il nous fallait un voilier d'avant 1988, entre 48 et 55 pieds de long, de la marque Baltic, Swan ou Nicholson, et surtout, qui soit financièrement accessible, parce que ces bateaux, dû à leur très bonne réputation, sont vite chers. Du coup, les choix étaient minces à vrai dire. J'ai eu l'occasion de visiter de très beaux voiliers, mais il y avait toujours le même souci, le budget. Ils étaient tous hors budget, très hors budget. Et puis, en décembre 2021, Vénus est apparue. À vrai dire, c'était un bijou, mais qui se trouvait à l'autre bout du monde. Il fallait tout faire à distance. Les paperasses administratives, les expertises, les démarches. On s'est lancé dans le projet sans jamais avoir vu Vénus en vrai. Mais une chose était sûre, c'était une occasion unique. Et sûrement la seule si on voulait continuer à avancer avec Arctic Stern. Donc on a misé sur elle, même si elle se trouvait à l'autre bout du monde. Et aujourd'hui, je vous assure, on n'a aucun regret. Donc voilà, là on arrive au carré. Donc comme vous pouvez voir, c'est un carré avec les sièges en cuir, une grande table qui s'ouvre, on peut être jusqu'à 14 à manger ici. On arrive d'un côté à la table à cartes. C'est là où on fait toutes nos navigations avec les cartes papier et autres. On a les instruments et le tableau électrique. Ici de ce côté on a donc un four, un frigo, un congélateur, un évier, tout ce qu'il faut pour pouvoir cuisiner en navigation. Je vais vous montrer cette cabine là du coup. En fait, donc voilà, c'est une cabine double avec 2 lits superposés. Et ensuite, donc on a la même chose de l'autre côté. Et ensuite, on finit la visite par la cabine du capitaine. Et surtout, en fait, on a cet escalier pour aller à l'extérieur. Comme ça, quand on est en navigation, le capitaine il peut sortir sa tête, puis regarder la personne qui barre, puis regarder les personnes qui sont en quart, puis s'assurer que tout va bien. Mais revenons aux Marquises, puisque c'est ici que nous sommes arrivés le 28 avril 2021, soit finalement 11 jours après notre départ de l'île de Tahiti. Une traversée plus longue que prévu, qui nous mène à nous questionner sur nos prévisions. La prise en main du bateau, les réparations à Tahiti, les routages un peu plus longs que prévu nous conduisent à réévaluer nos ambitions et à recalculer le temps imparti pour chaque étape de la remontée vers le Québec. Avoir un calendrier serré à bord d'un voilier est une très mauvaise idée, si vous voulez le respecter, surtout sur un voilier que l'on ne connaît pas. Autant dire que notre calendrier s'est vite avéré bien plus utopiste que réaliste. Bref, en mai, nous avons dû revoir notre agenda. Un choix devait être fait entre continuer avec le plan initial de retourner au Québec en affrontant la saison des ouragans des Caraïbes et en arrivant au Québec en septembre, ou bien de commencer les activités du projet ici, en Polynésie française, et de repousser le départ vers le Québec à novembre. Par question de sécurité, c'est le deuxième choix qui s'est imposé naturellement. Et aujourd'hui, nous sommes maintenant plus que 2 à bord de Vénus. Chloé, c'est moi, la narratrice de cet épisode et la seconde du capitaine. Que ce soit à bord d'un voilier, au pied d'une falaise à escalader ou dans les océans,
Je suis toujours prête à sauter dans l'aventure. C'est cette passion de la nature, du dépassement de soi et de la rencontre avec les différentes cultures qui alimente chacune de mes décisions. C'est avec détermination que je me suis embarquée dans cette aventure avec l'équipe d'Arctic Stirring. Bon, c'est parti. Ciao, ciao, Nukuhiva. Et c'est ici que commencent nos aventures en Polynésie française. Un territoire vaste comme l'Europe en superficie. Nous sommes aux Marquises, cet archipel qui a vu naître la Dansaka, se distingue par ses paysages de montagnes escarpées, forêts sauvages et décors dignes de parcs jurassiques. Le rythme des tambours et des chants résonne dans la vallée d'Atuona, à Ivaoa, lieu de sépulture de Jacques Brel, tandis que les Va'a, les pirogues à rames polynésiennes, sortent en après-midi dans la baie de Taiohae, à Nukuhiva, accompagnés par les majestueuses raimentas et les requins. À Navave, où la baie des Vierges, à Fatuhiva, est considérée comme une des plus belles baies du monde. Elle vous réserve son mystère et son intemporalité enivrante qui vous donne l'impression d'être un explorateur des temps anciens. Sous les cheminées volcaniques de Wapo, nous avons fait notre première intervention scolaire auprès des élèves du primaire de l'école de Hakateao. Après avoir rencontré la directrice de l'école ainsi que la mairesse du village, nous avons organisé des activités autour de la conservation des océans. Des activités pédagogiques qui se sont conclues par un ramassage de déchets sur la plage et dans le village. Connaissez-vous le concept d'aire marine éducative ? C'est assez simple. Sur le même modèle que les aires marines protégées, un espace marin est défini par des élèves dans une classe de primaire et ce sont les enfants qui s'occupent de la gestion et de la conservation de cette aire, afin de les impliquer dès leur plus jeune âge dans les problématiques de conservation des océans. Les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. C'est un concept qui est maintenant largement répandu dans le monde, mais c'est aux Marquises que la première aire marine éducative a été créée. N'oublions pas que ces îles se trouvent en plein milieu de l'océan Pacifique. Les Marquisiens sont intimement liés à l'océan. Leur principale source d'alimentation vient de la mer. Bang! On a pété la bombe. La bombe, elle s'est cassée au milieu. Bam! Avant tout, il fallait s'assurer que personne n'était blessé. En survie au large, on parle de équipage, bateau, mission. Это примерно на полпути между Маркизами и Туамото. D'abord, être sûr que tout le monde va bien, qu'il n'y a pas de danger pour la vie humaine. Les dégâts sont là. Maintenant, il faut s'assurer de ne pas empirer la situation. Il a fallu sécuriser la baume, qu'elle ne tombe pas. Une fois la baume soutenue, c'est le moment d'affaler la grande voile et de la sécuriser et la solidariser à la baume. C'est uniquement à ce stade que la question de la mission se pose. Quoi faire ? Nous étions à mi-chemin entre les Marquises et Fakarava, soit à plus de 2 jours de navigation de la terre la plus proche. Красиво! You need report? And a rainbow! Après 2 jours de navigation sans grande voile, nous arrivons enfin au Tuamotu. Vous voulez des plages de sable blanc, cocotiers et eau turquoise ? Ici, vous allez être servis. Plus de 70 atolls composent cet archipel qui est le plus vaste de la Polynésie et dont uniquement quelques-uns sont habités.
Les atolls sont des îles coralliennes qui renferment des lagons qui communiquent vers l'extérieur grâce à des passes dans lesquelles les courants entrants et sortants peuvent atteindre 9 nœuds en temps normal, voire 24 nœuds dans les cas exceptionnels. Ajoutez-y des patates de corail non signalées sur les cartes et vous aurez un aperçu de ce à quoi ressemble une navigation dans les atolls. Nous arrivons à l'atoll de Fakarava, site classé comme réserve de la biosphère par l'UNESCO. C'est l'un des plus grands atolls de l'archipel avec ses 60 km de long et ses 21 km de large. Plus de 800 habitants habitent sur cet atoll et vivent de la perliculture, du copra et du tourisme. Ici, outre le chant et la danse, ils pratiquent le lancer de javelot traditionnel. Le but, à l'image d'un jeu de fléchettes, est d'arriver à planter ce javelot artisanal dans une cible matérialisée par une noix de coco située au sommet d'une grande perche de 10 mètres. Précision et agilité jusqu'au bout des doigts sont au menu pour pratiquer ce sport. Good one. Si sur Terre, les cocoteraies alternent avec les plages de sable fin à l'intérieur du lagon ou les accumulations coralliennes de la pente externe de l'atoll, ce sont les eaux qui occupent un espace prédominant sur ce territoire. Le lagon offrant ses 1000 déclinaisons de bleu à perte de vue. Les passes sont aussi un lieu de diversité exceptionnelle. Nous avons plongé dans la passe sud de Fakarava, site de plongée mondialement connu pour son impressionnant mur de requins. Des centaines de requins dont le comportement social est étudié à travers le monde. Le jour, ils se reposent, tous alignés face au courant, permettant à leurs branchies de fonctionner sans effort. La nuit par contre, ils se mettent en chasse et attaquent mollusques et poissons. Après cette incroyable escale, nous faisons maintenant route vers les îles de la Société où se trouve Tahiti, escale qui nous permettra d'effectuer les réparations de la baume et de préparer Vénus pour la Transpacifique. À ce stade, ce sont plus de 3000 milles nautiques parcourus à bord de Vénus. Nous arrivons à Tahiti le 11 juillet 2021. C'est une course à la réparation de la baume qui s'engage. C'est parti pour le démontage de la grande voile ainsi que tous les éléments permettant la prise de riz. Quelques heures plus tard, la baume de 5,5 mètres est sur le pont, prête pour son transport et sa réparation par des professionnels. Finalement, c'est la corrosion galvanique entre la baume en aluminium et la platine de Alba en acier inoxydable qui était la cause du bris. Après avoir consulté plusieurs experts, une soudure et un manchon de 50 cm plus tard, la baume est enfin prête pour être remontée. Une fois la baume de notre belle Vénus remise en état, nous sommes prêts pour mettre les voiles et tester l'efficacité des réparations effectuées à Tahiti. Notre équipage russe a débarqué pour laisser place à 4 nouveaux équipiers. Nous levons l'ancre vers de nouvelles aventures à l'est de l'archipel de la Société, vers la fameuse perle du Pacifique. Vous l'avez compris, nous parlons de la célèbre Bora Bora. Située à 255 km de Tahiti, Bora Bora est en fait un ancien volcan entouré d'un lagon qui est séparé de l'océan par une barrière de corail et des îlots sableux appelés Motu. Son point culminant, l'imposant mont Otemanu, s'élève à 727 mètres. Nos palmes, masques et tubas en place, nous allons à la rencontre des majestueuses Raimanta. Saviez-vous qu'elles peuvent atteindre une envergure de 8 mètres et plonger jusqu'à 670 mètres de profondeur ? Le mois d'août arrive déjà. C'est le moment de préparer notre belle Vénus pour la Transpacifique à venir. Selon nos prévisions, nous devrons quitter Tahiti à la fin du mois de septembre afin d'arriver aux Caraïbes après la fin de la saison cyclonique. Depuis le mois d'avril 2021, nous avons parcouru plus de 3500 milles nautiques. On vous laisse imaginer notre liste de réparations. Une fuite sur la pompe à eau du moteur. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une petite fuite ici. En fait, ça, c'est le système de refroidissement, c'est la pompe du liquide de refroidissement. Et donc, en fait, on a des petites fuites ici sur les joints. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter tout ça, on va tout dévisser, on va bien laver, on va refaire les joints, puis on va remettre. Donc, c'est parti! Un support d'alternateur cassé pour la seconde fois. Un alternateur qui ne produit plus de courant. Un support de la pompe de pression qui bouge. Le panneau arrière de notre Zodiac qui se décolle. Et bien sûr, les incontournables patchs de voile à coudre à la main sur le génois. Aujourd'hui, c'est atelier couture, on s'est installé ici dehors, à l'ombre.
fait, on est en train de recoudre la voile, le génois sur un rouleur. Et en fait, on le coud avec ces petits instruments. Alors, je sais pas si vous voyez très bien, ça s'appelle un allen. En fait, le principe, c'est comme une machine à coudre, mais manuelle. Je sais pas si vous connaissez le principe de la machine à coudre, mais c'est la même chose. Donc voilà, c'est parti pour de la couture. Nous nous ajoutons également un petit bonus au vu des problèmes de corrosion que nous avons eus au niveau de la baume. Essayer de démonter ce truc. Bon, toujours pas réussi. On a enlevé les rivets, mais ça sort pas. Coller, souder, on va... Nous souhaitons vérifier l'état du mât derrière la platine qui relie le halba au mât pour éviter une avarie qui pourrait nous coûter cher, très cher. En septembre, tout en continuant les réparations, on s'attelle à la préparation de la traversée. Parce qu'une fois partis, nous allons être en autonomie complète pendant plus d'1 mois, et les humains les plus proches de nous seront les astronautes de la Station spatiale internationale. Autant vous dire qu'il faut bien se préparer pour minimiser les imprévus. La première question est la route. Même si nous y avions déjà pas mal réfléchi, nous avions 2 options. Du coup, il y a 2 routes. Il y a la route sud et la route nord. Donc je vais vous montrer tout ça sur la carte des vents. Donc on est ici, en Polynésie française. Panama, c'est là. Et la route sud, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on descend jusqu'aux îles de Pâques. Ensuite, on longe la côte du Chili, du Pérou, la Colombie pour arriver jusqu'au Panama. Ou bien la route nord, qui en fait monte jusqu'aux Marquises. On monte au 5e degré nord pour attraper le contre-courant. Et ensuite, on s'en va plein est, direction le Panama. Et en fait, c'est cette dernière route qu'on a choisi de prendre afin de préserver le bateau parce que dans la route sud, il y a plus de vagues, il y a plus de gros systèmes, il y a plus de grosses dépressions. Donc voilà, donc on s'en va direction les Marquises. 2 équipiers venus du Québec et de la France nous rejoignent dans les jours à venir pour faire avec nous 3 grosses étapes. Après 1 mois et demi de réparation et de préparation de Vénus au port autonome de Papeete, c'est bientôt l'heure de hisser les voiles. Nous sommes le 23 septembre 2021. Aujourd'hui, c'est le jour de la rencontre avec Victor, notre tout jeune équipier du haut de ses 21 ans. C'est le rigolo de l'équipe, toujours de bonne humeur. Mais il est aussi l'expert pêcheur et c'est grâce à lui que l'on se délectera de bons petits plats de poisson à bord. Aussitôt arrivé, il nous enseigne déjà quelques techniques de pêche. Démonstration de techniques élaborées. Donc on espère que grâce à ça, on va pouvoir pêcher pendant la Transpac. C'est bien, c'est clair. C'est maintenant l'heure d'aller faire les courses, car c'est 4 bouches affamées qu'il va falloir nourrir pendant les 2 prochains mois. Salut à tous, alors à bord de Vénus, on se prépare pour la Transpac, donc voilà. Tôt le lendemain matin, nous passons entre l'atoll de Tikeao et celui de Rangiroa. Il fait encore sombre quand un mur noir s'élève devant notre trajectoire. Le vent se lève soudainement, puis la pluie aussi, nous empêchant de progresser entre les 2 atolls.
Une multitude d'oiseaux se regroupent pour chasser les petits poissons. Puis enfin, le temps s'éclaircit et nous progressons vers la passe au nord-ouest de l'atoll. C'est le bon moment. Un Polynésien sur sa pirogue observe notre arrivée et surfe les vagues de la passe. Nous nous installons au mouillage du village de Tiputa, le plus grand village de l'atoll. Ici, c'est la pleine saison de la pêche au bec de canne et au baliste titan, poisson très prisé par les habitants de l'île, mais aussi par les requins-tigres. Munis de leurs appâts de poulpes et d'atourés, les pêcheurs arrivent tôt le matin et pêchent à la canne toute la journée à bord de leurs petites embarcations. De belles rencontres et des moments de partage qui nous mènent à participer à un ramassage de déchets sous-marins organisé par les associations locales. Des pneus, lignes de pêche, bouteilles plastiques, grillages et bien d'autres trouvailles incroyables qui ne devraient pas appartenir à l'océan. Une journée qui se termine dans la bonne humeur autour d'une dégustation de poissons grillés pêchés par les locaux. C'est dans ce cadre typiquement polynésien qu'arrive notre 4e équipier. Bienvenue à Loïc, alias Loulou, le Québécois pur laine du bateau, calme même quand la mer est agitée, et déjà instructeur de voile du haut de ses 22 ans. Son accent chaleureux nous rappelle notre Québec bien-aimé. Puis sur la vie dans le bateau, en ce moment on est gité, donc on a le vent. Embarquez directement avec nous pour une navigation de 7 jours depuis l'atoll de Rangiroa au Tuamotu jusqu'à l'île de Nuku'iva aux Marquises. Depuis quelques jours, nous sommes 4 à bord de Vénus et c'est une acclimatation musclée qui nous est offerte contre les vents de nuit. Dès le premier jour, nous avons eu un aperçu de ce qui nous attendait. Une mer croisée, bien formée, sous un vent d'est de 20 nœuds constants et des rafales à 30 nœuds. Le mal de mer, la cuisine à la gîte sous 20 degrés d'inclinaison, les déplacements difficiles, les quarts de nuit, tous les ingrédients pour faire flancher les plus vaillants. Pour couronner le tout, à peine 1 heure après le départ, nous avons eu notre première surprise. Plus d'eau dans les réservoirs. Les 150 litres d'eau douce du ravitaillement, envolés. Le coupable ? Le pommeau de la douche extérieure qui s'est décroché, laissant cette eau précieuse s'écouler tranquillement dans les fonds de cale. On commence cette navigation avec une restriction d'eau jusqu'à la prochaine journée d'accalmie pendant laquelle nous pourrons faire fonctionner le désalinisateur. En attendant, la mer formée est toujours là, et bien qu'on l'invite à se calmer, elle n'en fait qu'à sa tête. Quelques jours plus tard, enfin, la mer se calme, nous donnant un premier répit. Nous sommes le vendredi 22 octobre, à midi, et l'excitation à bord se fait sentir. Victor est dans son élément. C'est le Tazar Party qui commence. Oui, c'est les dauphins, non? Tazar, oui, c'est les dauphins. Oui, c'est la première fois que tu vois des tazars. Ouais. Mais c'est quoi un Tazar ? C'est un poisson de large au museau pointu et aux mâchoires armées qui est présent dans toutes les mers tropicales et subtropicales. Les Tazars comptent parmi les poissons les plus rapides avec des pointes de vitesse proches de 80 km/h. La pêche fait partie intégrante de notre mode de vie en voilier. Sur de longues traversées, elle constitue une ressource précieuse d'aliments frais et nous permet d'augmenter notre apport protéique quotidien. Combien de lignes à l'eau? Là, il y en a 3. 3 lignes. Ouais. Une avec un lapin, avec un poisson volant, une avec un calamar, et une avec un poisson nageur. Bien sûr, le pilier de cette pratique est de ne prendre que ce dont on a besoin, sans gaspillage. C'est le ventre plein de bons sashimi de Tazar que l'on continue cette traversée dans la bonne humeur. We dancing,
Après 6 jours de navigation, nous apercevons au loin l'île de Nuku-Hiva et déjà les bons souvenirs de notre passage quelques mois auparavant reviennent. Nous retrouvons l'ambiance chaleureuse et le calme de cette île au relief escarpé. Notre équipe s'attelle aux derniers préparatifs pour la traversée du Pacifique direction le Panama. Les dernières vérifications, le dernier ravitaillement en fruits et légumes frais et les formalités administratives. Ce ne sont pas moins de 35 pamplemousses que nous embarquons à bord. Alors qu'est-ce qu'on a? Citron, pamplemousse, la courge, des bananes, noix de coco. C'est le dernier soir et Nuku-Hiva nous offre son grand spectacle avec un coucher du soleil incroyable. On remercie tellement la vie de nous faire vivre cette expérience fabuleuse. Le 29 octobre à 16h, nous levons l'ancre direction le Panama pour une navigation prévue de 40 jours contre les vents et courants dominants. Nous partons tribord à mur, le cœur léger, non sans émotion, avec la sensation d'être prêt pour affronter cet océan qui n'est apparemment pas si pacifique que son nom ne laisse l'imaginer. Sur fond de musique polynésienne, nous profitons d'un coucher de soleil magnifique sur Nuku-Hiva. Les dauphins nous accompagnent et restent un bon moment avec nous. Qu'est-ce qui se passe? On arrive à quelques centaines de mètres de l'équateur, puis pile à midi, On n'est même pas tout seul là. Il y a un cargo. Alors, ici Victor reporter. Nous sommes avec un bateau devant nous, à midi, voyez-vous, et l'équipage s'excite. On est à l'équateur. On s'approche de l'équateur. Puis là c'est un bateau. C'est carrément dingue. Allez, on fait plus talent. C'est fou hein. C'est fou. On a changé d'hémisphère. Notre traversée de l'océan Pacifique depuis les Marquises vers le Panama se poursuit. Nous sommes le 14 novembre. Cela fait 17 jours que nous sommes en navigation et nous avons déjà parcouru plus de 2000 milles nautiques. Salut à tous. On est à 5 degrés et à 30 minutes nord, 130 degrés ouest. On s'en va vers l'est. Journée un petit peu venteuse comme vous pourrez sûrement entendre. On oscille entre les 15 et les 25 nœuds. Pas mal de grains. On s'allume à travers les grains. Hop là, et là. Le départ des Marquises vers le nord fut difficile. Notre progression était lente contre les courants et les vents, nous empêchant de faire cap dans la bonne direction. Certains jours, nous progressions seulement à une vitesse de 2 nœuds malgré des vents favorables à 15 nœuds. C'est l'allure d'une petite marche du dimanche.
Comme toujours, la voile nous apprend la patience. Puis enfin, nous atteignons notre objectif, notre Graal, cette précieuse zone de contre-courant qui nous aidera à progresser vers l'est tout au long de la traversée. Et en fait, tout l'enjeu, c'est d'être suffisamment sud pour pouvoir prendre les vents des alizés et d'être suffisamment nord pour pouvoir être dans le contre-courant. L'objectif est de rester dans cette zone, tribord à mur, pendant toute la durée de la traversée jusqu'au Panama. Il faut composer avec les éléments car au nord, le courant est favorable, mais les vents sont chaotiques à cause de l'ITCZ, la zone de convergence intertropicale. Alors qu'au sud, les vents sont plus réguliers, mais le courant est défavorable. Qu'est-ce qu'on mange ce midi, les enfants? Du carpaccio. Ça va être bon? Maï. Délicieux. Ça va? Salut à tous, 1er décembre, on change de mois, 32e jour en mer de cette Transpac et nous voici au golfe du Panama. On est en train de sortir le spi parce que il n'y a pas de vent et que le moteur c'est bien 5 minutes. Nous sommes en navigation depuis 32 jours sur l'océan Pacifique à bord de Vénus. Déjà, nous commençons à apercevoir des porte-conteneurs qui eux aussi se dirigent vers le canal de Panama. Le soir, de grands nuages sombres et des éclairs illuminent le ciel et les traînées de bioluminescence tracées par les dauphins nous émerveillent une fois de plus. C'est une des régions du monde où il y a le plus de foudre qui tombe et aussi c'est quand même reconnu à cause des déchets. Et voilà, donc ce matin on avait des gobelets, des bouteilles d'eau, mais aussi des troncs d'arbres. On est passé à une dizaine de mètres d'un tronc d'arbre. Les déchets nous offrent une triste distraction et se font de plus en plus fréquents. Certains déchets servent parfois de perchoir aux oiseaux côtiers. Toujours à la voile, malgré le peu de vent, nous approchons de l'archipel de Las Perlas. La baignade est obligatoire. C'est la première fois que l'on se baigne depuis le début de la traversée. Et voilà, les petits amis. Nous découvrons avec amusement la vie qui s'est développée sur la coque d'un seul côté. Des algues et des pousse-pieds par centaines. Puis, nous repartons vers notre destination, slalomant entre les îles. Joyeux anniversaire! Salut à tous, 34e jour de la traversée vers le Panama. Panama qui est là. Derniers instants sous voile. Et en fait, de l'autre côté, on a pas mal de cargos, je pense qu'on voit. Voilà, donc les derniers instants avec les voiles hautes. Là, on va enrouler le génois, puis on va rafaler la voile, puis on va commencer à se diriger vers le Panama au moteur. Voilà, voilà. Au loin, les gratte-ciels de Panama City se dessinent peu à peu. Nous naviguons entre des centaines de cargos qui font la file, attendant leur tour pour le passage du canal de Panama.
c'est contrasté. Après 34 jours de navigation, c'est le cœur léger, une certaine fierté et des souvenirs plein la tête que nous arrivons à notre destination. Salut à tous. Voilà, c'est fini. Après une traversée de l'océan Pacifique en 34 jours, nous sommes aujourd'hui aux portes du canal du Panama, dans la baie d'El Amador devant la ville de Panama. Ce canal, qui relie l'océan Pacifique à l'océan Atlantique, est une construction mythique, chef-d'œuvre d'ingénierie et une démonstration de la puissance occidentale du début du XXe siècle. Nous vous emmenons avec nous pour vivre l'expérience du passage du canal de Panama. C'est sûr qu'une traversée de 34 jours en plein milieu du Pacifique, ça permet de tester le bateau. On a eu une petite fuite dans le grand hublot. C'est quoi que tu nous fais là Là, je suis... Après une navigation comme celle que nous venons d'effectuer, la liste des tâches et réparations s'est quelque peu agrandie. De l'étanchéité du hublot au lavage des filtres du désalinisateur en passant par le grattage de la coque, il nous reste peu de temps pour profiter d'une petite escapade dans les terres. Avec les démarches administratives, le passage du canal prend plusieurs jours car il est découpé en plusieurs étapes. Une d'entre elles, c'est de faire venir un inspecteur à bord du bateau. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient ici à la Playita, c'est là où on est. Et en fait, on s'ancre, on met, je ne sais pas si vous voyez ici, mais on a le pavillon du Panama ainsi que le pavillon jaune de quarantaine. Et en fait, ce qu'on attend, c'est l'inspecteur. Il va venir à bord, il va inspecter le bateau pour valider comme quoi Vénus est apte à traverser le canal. Ensuite, la récupération des amarres et le paiement du droit de passage d'un peu moins de 3 000 $ pour franchir le canal. Salut à tous, là les préparatifs pour le passage du canal du Panama. Ça veut dire aller chercher les pare-battes et les amarres pour demain. Il est 5h du matin, 4h45. On est en train d'attendre le pilote pour qu'il embarque. Puis voilà, le passage commence. On va aller voir le mur, le remorqueur. Mais en pratique, comment ça se passe dans une écluse ? Nous allons avoir la compagnie d'un cargo et d'un remorqueur. Dans les 3 premières écluses, le cargo hongkongais prend place en premier, puis c'est au tour du remorqueur du canal de s'amarrer contre le mur, avant qu'à notre tour nous prenions place, solidement amarrés à ce remorqueur. Les portes se referment et le niveau d'eau commence à monter, jusqu'au niveau de la prochaine écluse, puis les portes s'ouvrent et nous quittons l'écluse après le cargo et le remorqueur. Puis on recommence dans la seconde écluse et ainsi de suite. Alors voilà, ça fait de drôles de sensations. Ça fait 9 mois qu'on attend ce moment de passer le canal du Panama. Ça veut dire laisser en arrière le Pacifique, mais comme une écluse, c'est la porte de devant qui s'ouvre, direction l'Atlantique, direction l'inconnu, direction le Québec. Là, on s'est fait dépasser par un bateau. Rien d'extraordinaire, hein, juste un 4 mâts. Ça fait 4 heures qu'on est dans le canal, vraiment. Ça fait 8 heures qu'on est dans le processus. Après une trentaine de kilomètres parcourus à travers les écluses et la jungle luxuriante entourant le canal, nous arrivons sur le lac Gatun qui est un lac artificiel et s'étend sur une distance de 33 km. On est dans le lac artificiel, on est à la bouée. Voilà. Et donc on a passé les écluses ce matin, puis en fait demain on passe les écluses côté Atlantique.
le dernier set d'écluses de ce canal de Panama. Voici prêt pour la première écluse. On a des voisins voilà, collés serrés. Salut à tous, donc nous voici dans la dernière écluse. Là-bas c'est l'Atlantique, ici on a toujours le même cargo. Les portes de la dernière écluse s'ouvrent enfin sur la mer des Caraïbes, laissant apparaître le pont de l'Atlantique, inauguré en 2019, dernier pont construit au-dessus du canal du Panama. Voici côté Atlantique, là c'est la dernière écluse. Après ce périple à travers l'océan Pacifique et le canal de Panama, c'est une toute nouvelle étape qui commence. Nous sommes à présent du côté de l'océan Atlantique dans la mer des Caraïbes. Oui, qu'est-ce que tu fais? Je plante un petit géranium. Un petit géranium. Vas-y, fais du jardinage. Après plusieurs mois de vie en communauté sur le voilier, Victor et Loïc débarquent et nous nous retrouvons tous les deux avec Axel. Noël arrive à grands pas. Nous rejoignons le village de Portobello à 50 milles nautiques du canal de Panama. Nous arrivons le soir du réveillon et profitons de Noël pour passer du temps à deux, en amoureux. Car mine de rien, même si nous adorons ça, ça fait plus de 3 mois que nous vivons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec des équipiers à bord. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire? Je retrace notre trace en fait. Du passage du canal de Panama. Parce qu'en fait on avait trouvé cette carte. C'était à Ribaoa, je crois, aux Marquises. Une carte de 1938. Nous en profitons pour préparer la prochaine traversée. Là encore, il faut composer non seulement avec les vents, mais aussi avec les courants contraires. Une traversée qui promet d'être mouvementée. Nous avons 2 options. La route sud, qui longe la côte sud-américaine, Colombie, Venezuela, puis remonte vers la Guadeloupe par les Antilles du Sud. Cette route, à cette période de l'année où les alizés sont déjà bien formés, est réputée être particulièrement affectée par de grosses vagues de courte longueur d'onde qui entraînent fréquemment des bris matériels sur les voiliers. On nous parle aussi de cet enjeu de piraterie le long des côtes vénézuéliennes qui est nouveau pour nous. Selon nous, la route nord nous offrira plus de sécurité en longeant les côtes de la Jamaïque, de la République dominicaine, Haïti, Puerto Rico, avant d'arriver enfin en Guadeloupe. Nous accueillons à bord notre nouvel équipage avec lequel nous partons direction les Saint-Blas pour une courte navigation test avant d'attendre la bonne fenêtre météo pour notre départ. Tout à fait pourquoi on n'a pas envie de partir d'ici. Le 5 janvier vers 17h, nous levons l'ancre. C'est parti. Comme je te disais, je vais me faire prendre la main dans le sac. Les conditions de navigation sont belles. C'est un équipage féminin prêt à se mettre dans l'inconfort et bien décidé à affronter les éléments que nous embarquons à bord pour cette traversée de la mer des Caraïbes contre les alizés. Lâcher prise, patience et adaptation seront les 3 mots-clés pour Marie-Claire et Christine durant cette traversée. Est-ce que t'as peur? Non? Non, je pense pas. Comment je me sens? Je me sens très calme. J'ai l'impression
l'impression que maintenant je peux lâcher prise. Dehors, le vent augmente graduellement au fur et à mesure que nous nous éloignons des côtes. Notre vent apparent descend maintenant rarement au-dessous de 20 nœuds. Donc voilà, quelques soirées d'insomnie à venir, puis voilà quoi. À mon avis, ouais, ça va brasser. Ah, il y a beaucoup de vagues. Le bateau tape, craque. Les vagues sont chaotiques, légère angoisse, lâcher prise obligatoire, faire confiance à nos capacités et au bateau. Pas d'autre choix. Bienvenue en enfer. Et on est le premier jour, hein. L'une des vagues est la plus grosse que je n'ai jamais vue pénétrer dans le bateau. Je suis trempée et la cuisine à l'intérieur du bateau l'est aussi. Dame Nature a peut-être pensé que notre dîner n'était pas assez salé et est venue apporter son grain de sel. Le 10 janvier, ça fait 5 jours qu'on est parti, on est parti à 5. C'est les 7h du matin avec un joli lever de soleil. Et bien en fait on est bien content parce que enfin le vent s'est un petit peu calmé. Alors les filles, on a du fun? On prend notre douche matinale comme d'habitude. Non, c'est une épreuve de corps. Après quelques jours en mer, les filles commencent à s'acclimater et préparent leur premier repas. J'aimerais documenter cette première victoire. Première victoire. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire? On a fait la vaisselle. Yeah. Une première victoire, pas des moindres car les conditions ne sont pas faciles. 25 nœuds de vent constant. 1 à 2 nœuds de courant latéral vers l'ouest, des vagues et une houle formée. Également, la roue nous pose quelques problèmes, des grincements persistants qui s'aggravent. Ça coince? Ouais, ça coince. Le son résonne comme un violon dans la cabine arrière, difficile de dormir et impossible de la démonter dans ces conditions. On n'a pas le choix. Il n'y a pas de bouton pause, il n'y a pas de bouton off, on n'a pas le choix de juste endurer, tolérer. Et tous, magnifique lever de soleil. On voit vraiment pas. Voilà. On est le 12 janvier, toujours en direction de la Guadeloupe depuis le Panama. C'est notre 7e jour de traversée de la mer des Caraïbes direction la Guadeloupe, à bord de Vénus, avec nos équipières Christine et Marie-Claire. Depuis le départ, les conditions sont corsées avec un vent constant de 25 nœuds et une mer formée qui n'a pas été clémente sur l'acclimatation de nos équipières. On prépare un pain aux bananes. La recette officielle de Vénus. Mais aujourd'hui, alors que nous arrivons à proximité de l'île d'Haïti, Neptune nous donne un répit que nous accueillons avec joie. La mer s'aplatit enfin et les conditions de navigation deviennent agréables. On est le 12 janvier, direction Guadeloupe. Grosse pétale comme vous pouvez voir, là, c'est une mer d'huile. Ça fait 10 heures qu'on fait du moteur. Pas top. Mais bon, on en profite parce que la raison pour laquelle on est venu dans la zone de pétale, c'est pour pouvoir arranger la roue. Parce qu'elle grince énormément au niveau de cet axe-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter. Donc on va démonter la boussole. Donc voilà, c'est parti, petits travaux de 5h30 du matin. Allez, ciao. Vous vous souvenez de notre roue dont le grincement incessant nous cause problème depuis quelques jours? Finalement, le seul responsable est une croûte de sel qui s'est développée dans le mécanisme. Alors ça y est, on a tout démonté, tout regraissé. Ça marche à fond. Et là maintenant, il faut tout recoller. Heureusement que c'est pas la pétole. Après une belle journée de travaux, ben voilà, c'est remonté. Et puis la roue elle grince plus. Donc très belle journée. Et avec un coucher de soleil. Et là-bas ça travaille. Allez hop, ciao. Mais la journée n'est pas terminée.
Un atelier de couture du Bimini est aussi lancé et s'étend jusqu'au coucher du soleil. Mais où sommes-nous? República Dominicana. Oh! C'est ici? Alors, Chloé, t'es prête? Yeah! Et c'est parti pour un virement de bord en solo. C'est un bon exercice, car mine de rien, sur un 51 pieds avec 15 winches, il y a beaucoup d'étapes à réaliser. Mission accomplie! J'ai fait mon sport pour les 15 jours. Yeah. Même si notre progression vers l'est est lente, contre un courant de 1 à 2 nœuds, nous n'en revenons pas d'avoir des conditions si clémentes depuis quelques jours. 10 à 15 nœuds de vent apparent et une mer relativement calme, alors que les prévisions annonçaient un vent soutenu de 25 nœuds en ce mois de janvier où les alizés sont déjà bien installés. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Une drôle de compagnie, on a un bateau militaire juste devant nous. Les stations radio que nous captons à l'approche des différents pays nous apportent une bonne dose de distraction. Faire de la peinture par 18,5 nœuds de vent. Check. Les activités à bord défilent, on profite de ces instants de répit et on se prépare déjà mentalement pour les conditions rudes qui nous attendent. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je regarde la météo. Oh là 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 là. Ça a pris la flotte. Bon ben voilà, salut à tous. Je vous présente les grains. Nous sommes entre la République dominicaine et Puerto Rico au niveau du passage de Mona. Nous regrettons déjà les journées plus tranquilles. Voilà, quand même assez impressionnant. On a fait ça au travers, hein, parce que voilà, on n'a rien à prouver. Donc on a fait ça au travers. À cela s'ajoutent les grains, ces zones de pluie et de grand vent, bien développées qui forment de grands murs d'eau sur plusieurs kilomètres. Notre progression devient difficile, notre cap n'est pas très bon. Le 21 janvier, à 5h du matin, pendant le quart d'axel, je me fais réveiller par un grain. L'accélération du bateau se fait sentir plus que jamais. Le radar nous apporte une aide précieuse en localisant les grains représentés par ces grandes masses jaunes. Les grains continuent de se succéder, nous offrant parfois un spectacle magnifique en fin de journée lorsque le soleil est bas. Les virements de bord s'enchaînent pour les éviter. Salut à tous. Après plus de temps que prévu, une vingtaine de jours, terre en vue. Plus de 2400 milles nautiques parcourus et 32 virements de bord depuis le Panama dans des conditions météorologiques variées. Après cette traversée plus longue que prévue, tous les membres de notre équipage sont heureux d'avoir notre destination en ligne de mire. On a hâte d'arriver. Mélancolie, ouais, la fin d'un chapitre. Moi, je veux manger du maï-maï. La Guadeloupe s'élève enfin devant nous après avoir longé 4 pays sans nous y arrêter.
À peine arrivés, nous levons déjà l'ancre car la famille vient nous rendre visite. Un air de famille qui ne trompe pas, c'est le père du capitaine. Connaisseur des lieux, c'est la première fois depuis notre départ que nous nous faisons guider à la découverte de nouveaux mouillages. Guadeloupe, Marie-Galante, les Saintes et même la Dominique. Une visite express qui nous aura permis d'avoir une belle vue d'ensemble de notre terrain de jeu pour les prochains mois. Dès que possible, nous nous attaquons à la réparation de notre grande voile qui avait subi quelques dommages au niveau de l'œillet du 3e riz pendant notre traversée de la mer des Caraïbes. On répare la voile avec la colle contact néoprène. Après avoir consulté plusieurs spécialistes en la matière, nous décidons de coller à la colle néoprène 2 couches de patch de voile sur les 2 côtés de la voile. La première couche doit être plus petite que la deuxième, permettant d'avoir un double renforcement, sans créer un épaississement trop important de la zone réparée. Cette méthode, qui est une réparation temporaire, ce que nous souhaitions, s'est avérée très efficace. Après les voiles, nous nous attaquons au changement de l'une de nos filières dont les taurons se sont brisés. Comme quoi, il est important de faire des vérifications de routine. Et hop, tout est en place. Après ces réparations, c'est notre ami Pierre, le premier à nous rejoindre à Pointe-à-Pitre, en plein carnaval. Les danses et les chants des premiers jours ne sont rien comparés au spectacle qui s'offre devant nos yeux. Moment festif, joyeux et coloré, le carnaval est une véritable institution en Guadeloupe. C'est un moment clé dans l'année où chaque groupe à l'identité bien marquée se prépare pour se présenter à la parade et exposer leur créativité. C'est aussi une occasion pour ces groupes de passer leurs messages et revendications politiques sous forme satirique et de caricature. Un événement annuel qui en dit long sur l'histoire de l'île, évidemment marqué par l'époque coloniale. Le poisson se déplace à une vitesse de 7 nœuds. Le poisson exactement à une vitesse de 4 nœuds. Donc je stimule avec mon poignet la vitesse du poisson pour arriver à une vitesse de 7 nœuds égale à celle du poisson. C'est tout un art à la pêche. Après notre passage à Marie-Galante, les fonds de cale pleins de rhum et le sourire aux lèvres, nous accueillons maintenant la maman du capitaine venue de Barcelone, ainsi que nos amis du Québec, dont Léo, notre plus jeune équipier à bord. Nous partons de nouveau pour une courte navigation en direction des Saintes, légèrement au sud et à l'ouest de Marie-Galante. La navigation de bébé. Coucou, on va te avec ça. Oh, capitaine!
Au contraire de Marie-Galante, l'archipel des Saintes est un chapelet d'îles volcaniques entièrement encerclées par des récifs peu profonds. Le relief y est donc marqué et un paysage exceptionnel sur les différentes baies aux eaux turquoises peut être observé depuis les hauteurs. L'île principale s'appelle Terre de Haut. Sur ces hauteurs, on peut voir à quel point l'endroit est populaire parmi les voiliers, avec des centaines de bateaux au mouillage. Au cours de l'histoire, les colons essayèrent à plusieurs reprises d'établir l'agriculture dans l'archipel, mais le sol inhospitalier et l'aridité climatique de Terre de Haut empêchèrent l'activité de se développer. L'archipel abrite une grande diversité de poissons coralliens, et dû aux tempêtes tropicales et aux batailles historiques, les baies regorgent d'épaves. On parle même d'épaves aussi vieilles que de goélettes de la marine royale du XIXe siècle et probablement plus anciennes. Après la visite de Marie-Galante puis des Saintes, c'est le moment de hisser les voiles avec un nouveau groupe d'amis venus du Québec pour naviguer avec nous. Boris, Jen, Marie-André et Stéphanie seront nos équipiers pour la prochaine semaine à bord. Sous un ciel bleu taché de quelques nuages, nous retournons vers la Guadeloupe où nous poursuivons notre découverte de l'île du côté ouest, la Basse-Terre. Le vent est bien établi, ce qui fait le régal de nos équipiers. Comme à notre habitude, nous lançons la ligne de pêche en espérant sortir un beau mahi-mahi. Mais c'est malheureusement un barracuda que nous pêchons et que nous remettons à l'eau faute de pouvoir le manger, car ce poisson aux dents pointues et aux mâchoires puissantes est souvent porteur de la ciguatera. Nous naviguons du côté ouest de la Guadeloupe, le long de la côte sous le vent de la Basse-Terre. Du fait des hauts reliefs et des vallées encaissées, les vents sont irréguliers en orientation et en force. Nous faisons face tantôt à des rafales, tantôt à des zones sans vent et nous expérimentons toutes les allures, du près au portant en passant par le travers. Une bonne initiation aux manœuvres à bord de Vénus pour nos équipiers. Une fois arrivés à Malandur, nous jetons l'ancre et nous profitons des derniers rayons de soleil de cette journée bien remplie. Puis le moment est venu de continuer vers la ville de Port-Louis, située cette fois du côté nord de l'île sur la Grande Terre. Beaucoup de découvertes nous attendent dans cette petite ville qui sera notre dernière escale en Guadeloupe avant le départ pour l'île de Saint-Martin au nord de l'archipel des Antilles, point de départ pour notre traversée vers le Canada. Après plus de 3 mois passés en Guadeloupe, nous voici à la ville de Port-Louis située au nord de la Grande Terre. Port-Louis est au XVIIIe siècle l'un des premiers ports sucriers de la Guadeloupe. Nous étions presque seuls au mouillage et nous avons eu beaucoup de plaisir dans ce village de pêcheurs où les activités nautiques ne manquent pas. C'est parti pour une petite session d'escalade jusqu'à la tête du mât pour effectuer la maintenance et les dernières vérifications avant notre remontée en direction du Canada. On s'en va to the top of the mast. Nous sommes déjà début mai et l'heure de la traversée est arrivée. Aujourd'hui, nous accueillons notre nouvel équipier, Patrick. Yes. C'est Patrick, notre nouvel équipier sur Vénus. Fraîchement arrivé d'hier soir. Et il est déjà en train de travailler. Puis c'est au tour de Pierre de nous rejoindre. Ouais. La première étape de 24 heures est une navigation vers l'île de Saint-Martin, l'île antillaise française la plus au nord, dernière escale avant notre traversée de 1800 milles nautiques en direction d'Halifax.
Nous levons l'ancre le 4 mai 2022. Un peu triste de quitter la Guadeloupe et ses habitants à l'identité marquée que nous avons particulièrement aimée. Nous partons tristement de Port-Louis. Port-Louis. Autant 15 nœuds de vent, poisson volant. Et voilà, on est parti pour un petit 15 heures de nave. Optimiste. 15 heures de nave. Bah oui, c'est une blague. Ah. Ouais, un petit 30 heures. Voilà, c'est tout. C'est bien, ça se fait très très naturel. Ah. C'est naturel aussi. On quitte la Guadeloupe, direction Saint-Martin. C'est le début en quelque sorte de la remontée vers le Québec. Cette navigation nous semble particulière car ça fait plusieurs mois que nous n'avons pas navigué de nuit. Les conditions sont belles, comme souvent aux Antilles. Sur ma droite, vous avez Montserrat. Alors que par là, c'est Antigua. Voilà, c'est de la joie puis de la tristesse parce que c'est retour à la maison. Les îles antillaises défilent devant nos yeux. Montserrat, Antigua et Barbuda, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Barth. Je réalise que je connais très peu de choses de ces îles et je n'avais pour certaines jamais entendu leur nom. Certaines sont des anciennes colonies britanniques devenues indépendantes, tandis que d'autres sont des colonies néerlandaises ou françaises. Ça fait une bonne sieste. Ouais. Ça fait du bien. On va aller voir mes poissons. Nous arrivons le 5 mai après 22 heures de navigation. En quelques mots, le journal de bord résume cette traversée. Magnifique navigation, très tranquille et agréable avec un bel équipage. Avec une moyenne de 7 nœuds, nous sommes très contents de cette première traversée au portant. Et déjà, c'est l'heure de ranger les vestes de flottaison avant la prochaine traversée. Salut à tous, et ben voilà, on dirait que c'est le jour du départ. Là je m'en vais faire la clearance, on est à Saint-Martin. Puis si tout se passe bien, ben, on décolle cet après-midi, début d'après-midi vers Halifax. Nous quittons les Petites Antilles et plus précisément la baie Marigot sur l'île de Saint-Martin en direction d'Halifax. Salut les jeunes! Yes sir, oui, on est ready. Good! Yes man. Notre équipage est au complet. Benjamin, Marcel et Patrick se joignent à nous pour cette traversée d'une quinzaine de jours. Un dernier bain et c'est parti. Qu'est-ce qui se raconte ici? Oui, mais on est en train de discuter de où qui vient le vent, là. Ah oui. Il est pas fort. Ah, ce serait bien de le savoir, hein? Oui, on va checker l'autre bord de la montagne, ouais, s'il y en a un petit peu plus. Cette traversée est très différente de toutes celles que nous avons fait jusqu'à maintenant, car au lieu de faire de l'Est, nous allons faire pour la première fois du franc nord, direction le Canada. Plusieurs options se présentent à nous. L'une d'entre elles est de remonter le long de la côte est américaine en faisant du cabotage. Une autre option est de diviser la traversée en deux, de Saint-Martin aux Bermudes, puis des Bermudes vers Halifax. Ou bien l'option directe, sans escale, une navigation de 1600 milles nautiques en ligne droite en plein océan. C'est la route directe que nous avons choisie car c'est le trajet le plus rapide qui nous permettra d'arriver à Halifax à la fin du mois de mai. Le trajet se divise en 3 parties. La première partie depuis l'île de Saint-Martin jusqu'à l'archipel des Bermudes. Le vent y est généralement stable, venant du sud-est ou de l'est.
À l'approche des Bermudes, c'est le moment de planifier le passage du Gulf Stream plus au nord, car il faut avoir le bon timing pour passer entre les deux systèmes. Le passage du Gulf Stream, c'est la partie la plus compliquée de la traversée car il faut bien se positionner par rapport à ce courant. Les conditions météo changent souvent drastiquement, passant de l'air chaud et conditions agréables des tropiques à l'air froid et au système dépressionnaire de l'Atlantique Nord. Vous êtes content de partir? Ben, c'est... comment on dit? On est un petit peu excités. Pour nous, l'excitation est à son comble puisque c'est la dernière grande traversée de notre périple débuté en Polynésie française plus de 400 jours plus tôt. Bon, bah ça y est, c'est parti pour Halifax. C'est la dernière traversée, la dernière étape de cette aventure. Puis c'est le début de l'aventure suivante. Niveau météo, les prévisions que nous avions à notre départ étaient les suivantes. Le début de la traversée devrait être assez tranquille avec un vent d'est entre 12 et 20 nœuds jusqu'à l'archipel des Bermudes. À partir de là, le vent devrait venir de l'ouest pour finir sur la queue d'une dépression à l'arrivée vers le Canada. Mais bon, ça peut changer 10 fois entre-temps. Voilà, et Halifax, c'est là. C'est la première grande traversée que nous ne ferons pas essentiellement au près. Ça fait 2 jours qu'on est parti, puis ça fait 2 jours qu'on est avant-arrière. Pas très fort, là on a du 10 nœuds apparents. Et puis voilà, puis hier on avait un petit bateau derrière nous, un voilier derrière nous. Puis là, ça fait un petit bout de temps que je le cherche et je le trouve pas. Donc on a essayé de les appeler par la radio, pas de réponse. Et voilà. Les alizés continuent à nous propulser tranquillement vers le nord. C'est très confortable, encore plus lorsqu'on compare avec nos traversées précédentes. Nous avons un partenariat avec Seakeepers, une ONG de Floride. Notre mission est de réaliser des échantillonnages d'eau pour y déceler la présence de plastique. Alors, munis d'un filet spécial, on s'attelle à la tâche. Le principe est simple, filtrer l'eau à certaines positions et récupérer les morceaux de plastique retrouvés. Nous avons d'ailleurs fait une vidéo spéciale dédiée au sujet. Non seulement nous avons recueilli à notre grand désarroi des morceaux de plastique, mais nous avons également pêché 2 magnifiques mahi-mahi, avec le leurre que nous avons fabriqué homemade avec Pierre. Alors, vous êtes contents? Ben oui, on a mangé. Enfin, ça fait 20 jours qu'on a... Salut à tous. Nouvelle vue aujourd'hui. Comme à mon habitude, chaque matin, quand les conditions le permettent, je me cale dans le cockpit muni d'une paire de jumelles afin de faire une vérification visuelle du gréement. Vérifier que tout est à sa place, que les goupilles sont là, qu'il n'y a pas de gendarmes le long des haubans, ou qu'il n'y a rien de suspicieux. J'avais lu dans un des livres de Moitié que le meilleur moment de le faire était le matin, car la luminosité y était optimale pour tout voir. Après vérification, au niveau du gréement, tout est OK. Mais quelques heures plus tard... Une petite galère. Bon, le pilote automatique vient de nous lâcher. Joe is dead for now. Lors d'un gros coup de volant donné par notre pilote automatique afin de compenser le passage d'une grosse vague en vent arrière, la pièce qui solidarisait le pilote et le volant de direction a cédé. Du coup, il faut rentrer dans ce que l'on appelle le trou noir de Vénus, les coffres arrière. Si déjà à l'arrêt ce n'est pas facile de s'y faufiler, en navigation ça relève du défi. Et encore, heureusement que nous ne sommes pas au près. On essaie de remplacer la pièce abîmée, mais on n'en a pas une exactement pareille, alors nous passons quelques heures dans le trou à mettre en place un système temporaire.
Heureusement, nous avons Marcel avec nous, un ancien mécanicien d'hélicoptère qui n'a pas froid au dos quand il s'agit de rentrer dans la zone la moins confortable de Vénus. À partir de maintenant, nous allons barrer 24 heures sur 24 afin d'économiser Joe, notre pilote automatique, durant le reste de la traversée. Pas d'autre choix. Si la navigation est jusqu'à présent très simple, on dirait que Vénus n'est pas pressée d'arriver au Canada. Après Joe, notre pilote automatique, c'est le tour de l'un des chariots de grande voile. En hissant la grande voile, l'un des coulisseaux s'est brisé en une pluie de billes à roulement. Nous tentons une réparation, mais encore une fois, nous n'avons pas la pièce exacte de rechange. Nous allons donc devoir, dorénavant, naviguer sous 3 ris. Sur Vénus, nous avons 3 ris sur la grande voile et 1 ris sur notre trinquette. Cela nous permet de réduire la surface de voile. Plus le vent est fort, plus on réduit la voilure en prenant des ris, pour ne pas avoir trop de puissance, car ça pourrait causer des bris. Heureusement pour nous, dans les prochains jours, le vent devrait augmenter, donc de toute façon, nous avions prévu de prendre 2 ou 3 ris. Maintenant, la question ne se pose même plus, on va être sous 3 ris. Avec tout ça, il est bientôt midi et c'est l'heure des mesures au sextant. Axel fait un petit topo de rappel sur son utilisation. En ce moment, Marcel est en train de mesurer l'angle qu'il y a entre le soleil et l'horizon. En bref, d'un côté on voit l'horizon, de l'autre on voit le soleil. Il faut alors ajuster l'angle du sextant jusqu'à ce que le soleil soit aligné avec l'horizon. On obtient alors un angle qui, à travers des calculs et des tables, va nous permettre de calculer notre position. Parce que là, on dirait qu'il y a une ligne juste avant l'horizon là, qui peut te tromper. C'est comme ça. Et puis c'est au tour de Patrick. Une fois les angles obtenus, c'est le moment des calculs de notre position. C'est militaire sur Vénus, tout le monde travaille. Ah ouais, ils nous font travailler, c'est horrible. C'est la galère. En moyenne, nos positions avaient une erreur de quelques milles nautiques, ce qui n'est rien dans un océan. On s'approche du Gulf Stream. Demain, ils annoncent du 35 nœuds de vent. J'ai hâte de savoir c'est quoi le vrai vent qu'on va avoir. À suivre. Marcel, t'as pas trop peur? Pas tout. Pas toutes. Mais j'ai mal au bras, hein. À force de barrer. Oui, c'est plus... Notre traversée en direction d'Halifax se poursuit avec notre équipage constitué de Benjamin, Marcel et Patrick. Nous nous rapprochons du Gulf Stream. La température diminue tranquillement et les conditions de navigation deviennent plus musclées. L'enjeu est de bien se positionner pour le Gulf Stream. Le Gulf Stream est un courant océanique chaud de surface qui conduit les eaux du golfe du Mexique vers le nord en remontant le long de la côte est des États-Unis et se prolonge par d'autres courants dans l'océan Atlantique. Ce courant, qui joue un rôle important dans la régulation du climat régional et mondial, est réputé pour être particulièrement fort puisque sa vitesse de surface peut atteindre 5 à 6 nœuds, ce qui est énorme comparativement à la vitesse de notre voilier. Ça sent bien. C'est un peu la guerre ici dehors. Puis ça y est, nous avons sorti les pulls, les chaussettes de laine et les vestes de quart. Fini la navigation en t-shirt et mini-short. Le vent augmente et nous prenons un riz sur la trinquette. Gros time. Comme notre pilote automatique n'est plus fonctionnel depuis une semaine, nous nous relayons à la barre et c'est parfois assez physique. Garde les mains sur le volant, toi. Nous avons connu plus agréable au niveau des conditions de navigation.
Le vent est fort et les vagues bien formées. De nombreux moutons à la surface de l'eau. C'est du sport, tu dis? Ah oui. Les déplacements deviennent plus difficiles à l'intérieur, mais nos équipiers ne se découragent pas pour autant, et la vie à bord continue. Honnêtement, il y a des poignées un peu partout, c'est ça. C'est un petit peu le bordel. Les mouvements sont pas très faciles. Tu vas où? Je m'en vais me baigner. Nous continuons notre route vers le nord, direction Halifax. Cela fait 8 jours que nous sommes partis et nous sommes à 350 milles nautiques de la destination. Nous venons de passer au-dessus de la chaîne immergée de monts sous-marins de la Nouvelle-Angleterre, qui s'étend sur plus de 1000 km au large du Massachusetts et dont certains monts atteignent même 4000 mètres au-dessus du plancher océanique. Incroyable de s'imaginer ces véritables montagnes en dessous de nos pieds. Grâce à la planification de notre capitaine, nous passons le Gulf Stream sans trop de problèmes avec une vitesse maximale de 11,8 nœuds grâce au courant. Incroyable! La couleur de l'eau est maintenant passée du bleu sombre à un vert foncé. Le froid commence à se faire plus persistant et dans ces conditions, la pêche devient de plus en plus difficile. Les vérifications du gréement doivent quand même être effectuées régulièrement afin de détecter toute anomalie. Et ce, bien que ce ne soit pas toujours facile. Nous avions réparé le bas étai de la trinquette et avec ce vent, il est important de vérifier que tout est bien en place. Nous voici à moins de 200 milles nautiques de notre destination. Selon les prévisions météo, nous devrions y arriver demain soir, avec un vent de 15 à 20 nœuds. Mais, vous vous souvenez des vérifications du gréement? Eh bien, c'est ici que tout a commencé. Juste là. À notre grande surprise, la goupille de la manie s'est dévissée et est tombée à l'eau pendant la nuit, entraînant des dommages sur le point d'amure de notre génois. Inutilisable et à une journée de navigation de Halifax, j'ai décidé de le garder à poste, bien enroulé. Mais ce que je ne savais pas, c'était que ce ne serait pas des vents de 20 nœuds que nous allions avoir en pleine nuit. Avec la tombée de la nuit, le vent forcit petit à petit. La pluie fine commence à s'intensifier, et tandis que Marcel commence son quart de nuit de minuit, dans l'espace de 5 minutes, tout s'accélère. C'est le cauchemar qui commence. J'ai à peine le temps de m'habiller pour sortir que nous perdons le contrôle de Vénus et faisons un virement de bord non intentionnel. Toutes les affaires volent d'un côté du bateau à l'autre. Il faut récupérer le contrôle au plus vite. Ça a brassé tellement vite que j'ai dit... Je m'attendais pas à ça, là, c'est comme... Mais quand j'ai vu sur l'écran, j'ai dit, mais... J'étais pas sûr, ça indiquait la force qui s'en venait, là. C'est ça, c'est dur à... Le vent continue à s'intensifier. Les rafales commencent à s'approcher des 40 nœuds et nous avons un problème. Le génois, bien qu'enroulé, s'est entortillé et commence à créer une poche de voile en haut du mât à cause du vent fort. On essaie de l'enrouler davantage, mais en vain. Nous avons maintenant des rafales à 50 nœuds et cette poche fait vibrer tout le mât. Tout le gréement souffre et on se sent impuissant. Naviguer est impossible dans ces conditions et si ça continue, on risquerait même de casser le mât.
Axel dit on s'en va vers le sud, là. On Ouais. s'en va pas dans la bonne direction. Non, on s'en va pas dans la bonne direction. On va attendre que ça passe. Je me sens tout petit face aux éléments qui se déchaînent. On fait tout ce qui est possible pour sécuriser le tout. Et une fois c'est fait, il ne reste plus qu'une chose à faire. Attendre que ça passe. Surveiller le tout, préparer le pire et espérer que ça passe. Au petit matin, à 6h30, nous sortons sur le pont et nous avons l'impression que le vent a cessé, mais ce sont encore des vents de 25 nœuds qui nous paraissent presque comme de la pétole comparée à la tempête. On se fait un petit café pour se remettre de nos émotions de la nuit. C'est l'heure de ranger le bateau qui en a bien besoin après cette tempête, faire sécher les affaires mouillées et faire l'inventaire des dégâts. Les conditions calmes nous permettent de dérouler notre génois. Le constat se passe de mots, malheureusement. Cet événement est bien sûr difficile pour notre morale et surtout pour nos économies durement acquises tout au long de ce périple. Mais les sourires et la bonne humeur sont malgré tout présents. Les événements comme celui-ci permettent toujours d'apprendre de nos erreurs. Ce n'est pas le moment de se morfondre, il faut continuer. Alors on hisse la trinquette et tranquillement on continue notre route vers Halifax. Nova Scotia. On devrait y arriver ce soir. Nous avons hâte car mettre les pieds au Canada sera l'achèvement de notre périple commencé 408 jours plus tôt en Polynésie française. Les heures nous paraissent durer une éternité. La côte canadienne se dessine petit à petit et l'on est même accompagné par des globicéphales. Eh ouais. Elle arrête jamais de filmer, elle. Ah, tu filmes en plus. Allez, on arrive à Halifax là. Yeah. Il y a un beau rayon de soleil sur la ville. Mais jusqu'à la dernière minute, les défis s'enchaînent. Comme toute navigation n'est pas terminée tant que l'on n'est pas au port, une nouvelle surprise nous attend à seulement 27 000 nautiques à l'entrée de la baie d'Halifax. Sauf que on n'a plus de fuel. À cause d'un souci avec nos réservoirs de diesel, nous sommes en panne sèche. Nous devons donc informer la garde côtière de notre arrivée imminente sous voile, ce qui d'habitude est interdit dans un port de cette envergure. Finalement, une expérience de plus à notre actif, tout est bien qui finit bien et nous parvenons à entrer au moteur dans l'un des plus grands ports canadiens, Halifax. On arrive à Halifax. Enfin. Nous sommes le 21 mai 2022 à 22h. Nous accostons à la marina d'Halifax en plein centre-ville nord-américain. C'est la première fois que nous accostons dans une marina depuis Tahiti. Fatigués mais heureux, enfin nous mettons les pieds au Canada. Quelle fierté d'avoir accompli ce périple. Voilà, on est arrivé à la maison, presque. C'est quand même chouette, ça fait du bien. C'est le début ou la continuation de l'aventure, le début d'une nouvelle aventure, de nouvelles pages, un nouveau chapitre. Mais on a bien hâte, puis voilà, ouais, ça y est, on est arrivé. C'est spécial. Voilà. Allez. Ciao, ciao. Fait que voilà, on lève l'ancre. On était à Armdale pendant 2 semaines. Puis là, on s'en va direction les îles de la Madeleine, le Québec. Petit à petit. On va faire du cabotage. Donc on va s'arrêter pour les nuits sûrement. Quelques jours plus tard, c'est le départ pour les îles de la Madeleine et nous allons avoir Vénus et ses 15 winches pour nous tout seuls.
Étant donné que nous devons être aux îles dans 10 jours pour y donner une conférence, nous avons décidé de faire cette traversée en mode cabotage. Le cabotage consiste à se déplacer de port en port ou de mouillage en mouillage en restant à proximité des côtes. C'est le navigateur italien Jean Cabot qui donna au XVe siècle son nom au cabotage alors qu'il voyageait par petits trajets successifs le long des côtes dans l'espoir d'atteindre les Indes. Bref, ça nous donne l'occasion de visiter et de vous faire visiter la côte de la Nouvelle-Écosse. C'est assez rare que nous prenions le temps de nous arrêter chaque soir. Nous décidons d'y aller tranquillement, exclusivement à la voile, sans utiliser le moteur. Cela nous permet de découvrir les petites baies et les îles sauvages de la Nouvelle-Écosse. Le lendemain, c'est sous la brume et un calme plat que nous nous réveillons. Le paysage est des plus mystérieux. C'est aussi une nouveauté pour nous qui avons principalement navigué sous les tropiques et ne sommes pas habitués à ne pas avoir de visibilité. Puis la brume laisse place au soleil de nouveau, et nous poursuivons notre route sous une lumière dorée et un spectacle de vagues éclatant sur la bordure des îles Rocheuses. L'aventure ne serait pas digne de ce nom sans quelques péripéties pour pimenter le voyage. On a peur des drogues! Vous allez le chercher! Il est là! Bon, on est à la recherche du drone. Il devrait être là. On va voir. On croise les doigts. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la batterie, elle a lâché d'un coup. Et on n'avait plus le temps de ramener le drone au bateau. Donc du coup, on a dû faire un atterrissage un petit peu de force. Et oh my god! Je viens de le trouver. Regarde. Wow! Hey! Intact en plus! Et ça fait peur lui, hein. Oh my god. Plein milieu de nulle part. C'est tant mieux puisqu'il nous reste encore bien des aventures à filmer. Demain, nous quittons l'Atlantique pour naviguer dans le golfe du Saint-Laurent et le Québec. Après une brève escale à Cap-Breton, nous poursuivons notre route en direction des îles de la Madeleine. Nous avons devant nous une navigation d'une centaine de milles nautiques. Un calme plat règne sur le golfe du Saint-Laurent, mais comme tout bon marin, on continue la navigation à la voile autant que possible. Ce soir-là, le spectacle des couleurs chaudes, rose, rouge, violet, est à couper le souffle. C'est un soir très spécial puisque c'est notre dernière nuit avant de mettre le pied au Québec. Tôt le lendemain matin, voilà, ça y est, on est arrivé au Québec, officiellement. Je l'ai gardé longtemps. Les îles de la Madeleine. Wouhou! C'est magnifique. On est vraiment content d'être ici. Voilà, ça y est, on retourne à la maison. Voilà. Entre-temps, on en profite pour poser pied à terre.
Et quel endroit! La roche rouge et les dunes de sable se mélangent avec les grandes prairies verdoyantes, contrastant avec le bleu de l'océan. Les phares rouges et blancs ajoutent au charme de l'île. Les îles à Madeleine! Nous nous régalons à parcourir l'île à pied à travers ces paysages d'une beauté exceptionnelle. C'est l'heure de hisser les voiles de nouveau, le cœur rempli par la beauté et la chaleur humaine des îles de la Madeleine. La navigation sera assez courte cette fois, quelques jours tout au plus, car notre objectif est de se rendre sur le continent, à Rivière-au-Renard, pour donner un bon repos bien mérité hors de l'eau à notre belle Vénus, après ce périple de près de 15 000 milles nautiques. À peine 24 heures plus tard, les côtes du continent se laissent déjà dessiner. Nous passons entre le célèbre Rocher Percé qui expose son arche naturelle et l'île de Bonaventure, parc national qui héberge l'une des plus importantes colonies de fous de bassan au monde. Moi et Vénus, on vous quitte avec ce joli coucher de soleil. Ciao, ciao. Salut à tous, dernier instant sur l'eau à bord de Vénus. Et voilà, après près d'un an à vivre à bord de Vénus, à vivre au rythme de l'océan et du vent, c'est le moment de clôturer le premier chapitre de cette aventure. Comme on dit souvent, toute bonne chose a une fin. Et si aujourd'hui le fait de sortir Vénus hors de l'eau symbolise l'aboutissement de la première étape, c'est également le début de la suivante. Au menu, plusieurs mois au sec pour réaliser des travaux à bord afin de redonner à Vénus toute sa splendeur pour les expéditions à venir.